Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. En 2020, nous avions passé des mois entiers à lire ensemble les 2 premiers tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Chaque jour, je lisais un chapitre de cette œuvre grandiose, enregistrée et partagée avec vous le jour même. Eh bien, réécoutons cette semaine un extrait du chapitre 17, qui sera ici diffusé en 3 épisodes de 10 minutes. Nous vivons dans ce chapitre un moment clé de l'histoire, où l'amitié entre notre personnage principal et l'abbé Faria est scellée, et surtout où notre jeune Edmond Dantès va comprendre ce qui lui a valu sa condamnation et son enfermement dans cette cellule. Après avoir passé en se courbant, mais cependant avec assez de facilité, par le passage souterrain, Dantès arriva à l'extrémité opposée du corridor qui donnait dans la chambre de l'abbé. Là, le passage se rétrécissait et offrait à peine l'espace suffisant pour qu'un homme pût se glisser en rampant. La chambre de l'abbé était dallée. C'était en soulevant une de ces dalles, placée dans le coin le plus obscur, qu'il avait commencé la laborieuse opération dont Dantès avait vu la fin. À peine entré et debout, le jeune homme examina cette chambre avec grande attention. Au premier aspect, elle ne présentait rien de particulier. « Bon, dit l'abbé, il n'est que 12:15 et nous avons encore quelques heures devant nous. » Dantès regarda autour de lui, cherchant à quelle horloge l'abbé avait pu lire l'heure d'une façon si précise. « Regardez ce rayon du jour qui vient par ma fenêtre, » dit l'abbé, « et regardez sur le mur les lignes que j'ai tracées. Grâce à ces lignes qui sont combinées avec le double mouvement de la Terre et l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, je sais plus exactement l'heure que si j'avais une montre, car une montre se dérange, tandis que le Soleil et la Terre ne se dérangent jamais. » Dantès n'avait rien compris à cette explication. Il avait toujours cru, en voyant le soleil se lever derrière les montagnes et se coucher dans la Méditerranée, que c'était lui qui marchait et non la terre. Ce double mouvement du globe qu'il habitait, et dont cependant il ne s'apercevait pas, lui semblait presque impossible. Dans chacune des paroles de son interlocuteur, il voyait des mystères de science aussi admirables à creuser que ces mines d'or et de diamants qu'il avait visitées dans un voyage qu'il avait fait presque enfant encore à Guzarat et à Golgonte. « Voyons, dit-il à l'abbé, j'ai hâte d'examiner vos trésors. » L'abbé alla vers la cheminée, déplaça avec le ciseau qu'il tenait toujours à la main la pierre qui formait autrefois l'âtre et qui cachait une cavité assez profonde. C'était dans cette cavité qu'étaient renfermés tous les objets dont il avait parlé à Dantès. « Que voulez-vous voir d'abord » lui demanda-t-il. « Montrez-moi votre grand ouvrage sur la royauté en Italie. » Faria tira de l'armoire précieuse 3 ou 4 rouleaux de linge tournés sur eux-mêmes comme des feuilles de papyrus. C'étaient des bandes de toile, larges de 4 pouces à peu près et longues de 18. Ces bandes, numérotées, étaient couvertes d'une écriture que Dantès put lire, car elles étaient écrites dans la langue maternelle de l'abbé, c'est-à-dire en italien, idiome qu'en sa qualité de provençal, Dantès comprenait parfaitement. « Voyez, lui dit-il, tout est là.
Il y a 8 jours à peu près que j'ai écrit le mot fin au bas de la 68e bande. 2 de mes chemises et tout ce que j'avais de mouchoirs y sont passés. Si jamais je redeviens libre et qu'il se trouve dans l'Italie un imprimeur qui ose m'imprimer, ma réputation est faite. Oui, répondit Dantès, je vois bien. Et maintenant, montrez-moi donc, je vous prie, les plumes avec lesquelles a été écrit cet ouvrage. Voyez, dit Faria. Et il montra au jeune homme un petit bâton long de 6 pouces, gros comme le manche d'un pinceau, au bout et autour duquel était lié par un fil un de ces cartilages, encore taché par l'encre, dont l'abbé avait parlé à Dantès. Il était allongé en bec et fendu comme une plume ordinaire. Dantès l'examina, cherchant des yeux l'instrument avec lequel il avait pu être taillé d'une façon si correcte. « Ah oui, dit Faria, le canif, n'est-ce pas? C'est mon chef-d'œuvre, je l'ai fait, ainsi que le couteau que voici, avec un vieux chandelier de fer. » Le canif coupait comme un rasoir. Quant au couteau, il avait cet avantage qu'il pouvait servir tout à la fois de couteau et de poignard. Dantès examina ces différents objets avec la même attention que, dans les boutiques de curiosités de Marseille, il avait examiné parfois ces instruments exécutés par des sauvages et rapportés des mers du Sud par les capitaines au long cours. « Quant à l'encre, dit Faria, vous savez comment je procède, je la fais à mesure que j'en ai besoin. » Maintenant, je m'étonne d'une chose, dit Dantès, c'est que les jours vous aient suffi pour toute cette besogne. J'avais les nuits, répondit Faria. Les nuits? Êtes-vous donc de la nature des chats et voyez-vous clair pendant la nuit? Non, mais Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour venir en aide à la pauvreté de ses sens. Je me suis procuré de la lumière. Comment cela? De la viande qu'on m'apporte, je sépare la graisse, je la fais fondre et j'en tire une espèce d'huile compacte. Tenez, voilà ma bougie. Et l'abbé montra à Dantès une espèce de lampion, pareil à ceux qui servent dans les illuminations publiques. Mais du feu? Voici 2 cailloux et du linge brûlé. Mais des allumettes? J'ai feint une maladie de peau et j'ai demandé du soufre que l'on m'a accordé. Dantès posa les objets qu'il tenait sur la table et baissa la tête, écrasé sous la persévérance et la force de cet esprit. « Ce n'est pas tout, continua Faria, car il ne faut pas mettre tous ces trésors dans une seule cachette. Refermons celle-ci. » Ils posèrent la dalle à sa place. L'abbé sema un peu de poussière dessus, y passa son pied pour faire disparaître toute trace de solution de continuité, s'avança vers son lit et le déplaça. Derrière le chevet, caché par une pierre qui le refermait avec une herméticité presque parfaite, était un trou, et, dans ce trou, une échelle de corde longue de 25 à 30 pieds. Dantès l'examina. Elle était d'une solidité à toute épreuve. « Qui vous a fourni la corde nécessaire à ce merveilleux ouvrage ?» demanda Dantès. « D'abord quelques chemises que j'avais, puis les draps de mon lit que pendant 3 ans de captivité à Fenesterelle j'ai effilés. Quand on m'a transporté au château d'If, j'ai trouvé moyen d'emporter avec moi cet effilé. Ici, j'ai continué la besogne. » « Mais ne s'apercevait-on pas que les draps de votre lit n'avaient plus d'ourlet ?»« Je les recousais. »« Avec quoi ?»« Avec cette aiguille. » Et l'abbé, ouvrant un lambeau de ses vêtements, montra à Dantès une arête longue, aiguë
et encore enfilé qu'il portait sur lui. « Oui, continua Faria, j'avais d'abord songé à desceller ces barreaux et à fuir par cette fenêtre, qui est un peu plus large que la vôtre, comme vous voyez, et que j'eusse élargie encore au moment de mon évasion. Mais je me suis aperçu que cette fenêtre donnait sur une cour intérieure, et j'ai renoncé à mon projet comme trop chanceux. Cependant, j'ai conservé l'échelle pour une circonstance imprévue, pour une de ces évasions dont je vous parlais et que le hasard procure. » Dantès, tout en ayant l'air d'examiner l'échelle, pensait cette fois à autre chose. Une idée avait traversé son esprit. C'est que cet homme, si intelligent, si ingénieux, si profond, verrait peut-être clair dans l'obscurité de son propre malheur, où jamais lui-même n'avait rien pu distinguer. Vous venez d'entendre le début du chapitre 17 du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Demain et après-demain, vous pourrez écouter la suite de cet extrait. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux, et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.